Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 89. Le plus grand musée du monde est en pleine crise. Une crise absolument sans précédent. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la démission choc qui a fait trembler le Louvre jusqu'à ses fondations. Alors voilà, la nouvelle tombe comme un coup près et elle secoue tout le monde de la culture. Laurence Descartes, la présidente du Louvre, démissionne. Mais attention, ce n'est pas juste un départ, non, c'est vraiment le point culminant d'une crise qui couvait depuis des mois, une véritable tempête. La question qu'on se pose tous, c'est que s'est-il vraiment passé dans les coulisses du Louvre pour en arriver là? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Bon, pour bien saisir l'ampleur de ce séisme, on va remonter le fil des événements étape par étape. On va commencer par la démission elle-même, bien sûr. Puis, on plongera dans le fameux rapport parlementaire, celui qui a mis le feu aux poudres. On verra comment la pression politique est montée, avant de regarder de plus près la cascade de problèmes qui a mené au chaos. Et enfin, on se demandera, et maintenant, quel avenir pour le Louvre? Allez, on entre dans le vif du sujet. 4 petits mois après le vol spectaculaire des joyaux de la couronne, la tête du Louvre tombe. C'est un truc énorme. Faut bien comprendre que diriger le Louvre, ce n'est pas n'importe quel poste. C'est l'un des jobs les plus prestigieux de la culture mondiale. Alors forcément, cette démission, ça a provoqué une onde de choc qui a dépassé de loin les murs du musée. Du côté de l'Élysée, face à la crise, on annonce que le président Macron accepte la démission. Le communiqué officiel, il est très politique. On parle d'un acte de responsabilité, on veut de l'apaisement. Et pour que ça ne ressemble pas trop à un licenciement, on confie à Laurence Descartes une nouvelle mission, assez honorifique, sur la coopération entre musées pour le G7. C'est une façon, disons, élégante de la sortir du jeu sans admettre que la situation était devenue totalement ingérable. Mais attention, cette démission, elle ne sort pas de nulle part. Pas du tout. Elle est la conséquence directe des conclusions, et je pèse mes mots, explosives d'une commission d'enquête parlementaire. Un rapport qui a vraiment eu l'effet d'une bombe au cœur de l'institution. Après 70 auditions, le verdict des parlementaires est tombé. Et il est brutal. On ne parle pas de petites erreurs, non. Les mots utilisés sont lourds. Défaillance systémique, déni des risques, pilotage défaillant. Mais l'expression la plus forte, celle qui frappe vraiment, c'est celle-là. Un État dans l'État. Ça dépend d'une institution tellement immense, tellement refermée sur elle-même, qu'elle est devenue aveugle à ses propres faiblesses. Une sorte de forteresse qui ne se rendait plus compte des fissures dans ses murs. Le point de non-retour, il est atteint quand le président de la commission lui-même, Alexandre Portier, dit publiquement en gros « mais comment ça se fait qu'elle est encore là ?» En disant ça, il envoie un signal politique extrêmement fort. À partir de ce moment-là, la pression devient juste intenable. La crise n'est plus une affaire interne au Louvre, elle est devenue une affaire politique majeure. Le sort de la présidente était scellé. Et cette pression, elle ne va faire que grimper en flèche. Une fois que le rapport parlementaire a tout mis sur la place publique, la crise se transforme en tempête politique et médiatique. Chaque nouvelle révélation devient un nouveau scandale. Et puis, il y a cette lettre ouverte au vitriol de la députée européenne Sarah Knafo. Cette phrase, elle est terrible parce qu'elle résume tout. En 3 coups, 3 affirmations courtes, percutantes. Voler, escroquer, prends l'eau. C'est un portrait apocalyptique. Et en demandant directement la tête de Laurence Descartes au Premier ministre, elle jette de l'huile sur un feu déjà bien vif. Dans sa lettre, Sarah Knafo utilise un chiffre. 124. 124 jours. C'est malin, parce que ce n'est pas juste un décompte. Ça devient le symbole de l'impuissance, de l'inaction. Chaque jour qui passe rend l'attente plus lourde et donne l'impression que non seulement rien n'est résolu, mais que les problèmes ne font que s'empiler. Ok, maintenant, pour vraiment comprendre l'ampleur du désastre, il faut qu'on revienne un peu en arrière, à l'événement qui a tout déclenché. Parce que le vol des joyaux, ce n'était pas un accident isolé. C'était la partie visible d'un immense iceberg de problèmes. La faille qui a fait s'écrouler tout le reste. Regardez un peu cette chronologie, cette escalade en seulement 4 mois. Tout commence en octobre, avec le vol. Le choc est mondial. Laurence Descartes propose de démissionner, refusé. Le gouvernement ne veut pas céder à la panique. Avec le recul, c'était peut-être une erreur. Parce qu'ensuite, entre novembre et janvier, c'est l'hémorragie. Les révélations sur les dysfonctionnements s'enchaînent. Février, le rapport parlementaire achève le tout. Le 24, la démission n'est plus une option, elle est une nécessité. Cette crise, elle a complètement fait voler en éclats l'image d'Épinal du Louvre. Avant, on s'imaginait une sécurité infaillible, un truc de film. Après, on apprend qu'il y a des failles béantes dans la vidéosurveillance, on pensait la gestion administrative irréprochable, on découvre une escroquerie à des millions d'euros, on croyait les œuvres intouchables, sacrées, on apprend que certaines ont été abîmées par des inondations. La chute est brutale. Et ce n'est pas fini. Accrochez-vous bien. L'enquête a révélé une gigantesque escroquerie à la billetterie.
Le préjudice, plus de 10 millions d'euros. 10 millions. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui montre que les problèmes n'étaient pas que sécuritaires. Ils étaient aussi financiers, administratifs. Ça pointe un manque de contrôle interne qui fait froid dans le dos. Et au-delà de l'argent, il y a pire. Le cœur même du musée, ses collections, a été touché. Des fuites, des inondations à répétition ont abîmé des livres anciens, irremplaçables, de la bibliothèque des antiquités égyptiennes. Des toiles de maîtres comme Fra Angelico ont aussi subi des dégâts. Là, on ne parle plus de négligence, on parle de patrimoine de l'humanité en danger. Mais s'il y a bien un détail qui résume tout, le symbole ultime de cette culture de la négligence, c'est celui-là. Le mot de passe du serveur de vidéosurveillance, la clé qui protège les images des caméras du plus grand musée du monde, c'était Louvre. Oui, oui, on a bien lu. Louvre. C'est à la fois tellement absurde que ça en devient presque drôle, mais c'est surtout absolument terrifiant. Ça révèle un amateurisme indigne d'une institution pareille. Bon, la présidente est partie, les failles sont exposées au grand jour, le mythe de la forteresse imprenable est à terre. La grande question c'est, et maintenant ? Que va-t-il se passer pour cette icône mondiale ? Comment est-ce qu'on reconstruit après un tel désastre ? Dans ses propres mots, Laurence Descartes dit que c'est une décision personnelle. Elle explique qu'elle a essayé de tenir la barre pendant la tempête, c'est-à-dire de gérer la crise au quotidien, mais elle reconnaît que les conditions pour avancer, c'est-à-dire pour réformer, pour reconstruire, pour se projeter, eh bien, ces conditions n'étaient plus là. C'est un aveu assez lucide de l'impasse totale dans laquelle elle se trouvait. La tâche qui attend la personne qui va lui succéder est juste titanesque. Elle s'articule autour de 3 chantiers. Premièrement, la sécurisation. Remettre tout à plat de la cybersécurité à la surveillance des salles. Deuxièmement, la modernisation. Il faut enfin lancer pour de bon ce grand projet Louvre Nouvelle Renaissance. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus dur, rebâtir la confiance. La confiance avec le public, avec le personnel et avec l'État. Finalement, cette crise du Louvre, elle pose une question qui va bien au-delà de ces murs. Une question pour tous les grands musées du monde. Face à des menaces de plus en plus complexes, le terrorisme, le cybercrime, le changement climatique, la pression touristique, est-ce que la mission de protéger à la perfection notre patrimoine commun est en train de devenir une mission impossible ? C'est une question qui dérange, c'est sûr, mais qui est absolument essentielle pour l'avenir de nos trésors.